Sabah, une jungle vieille de plus de 130 millions d'années, nichée sur Bornéo, la plus grande île d'Asie du Sud-Est. Faite de montagnes hautes de 4000 mètres, de forêts tropicales millénaires et d'immenses rivières, cette province de Malaisie renferme une incroyable vie sauvage. Nous rêvons tous d'explorer les endroits les plus reculés de la planète. Mais rares sont ceux qui font de ce rêve une réalité. Jorge Camilo Valenzuela est de cela. Né au Chili, élevé au Brésil et résidant en France, ce citoyen du monde photographie entre ciel et terre toutes les forêts vierges du globe pour en capter la saisissante beauté. Engagé dans la protection de la faune et de la flore, Jorge sensibilise ensuite le public au travers de ses expositions, de ses conférences et de ses albums photos, publiés notamment aux éditions National Geographic. C'est dans une des parties les plus mystérieuses du monde que le photographe a décidé cette fois de nous emmener afin de nous révéler la splendeur, mais aussi la fragilité de son écosystème. Une aventure extrême que Jorge nous invite à partager à travers un univers aussi hostile que fascinant, au cœur de la vie sauvage de Bornéo. Avec ses 560 km de long, la Kinabatangan River est le premier fleuve de Sabah. Avant d'atteindre son embouchure, ses eaux tumultueuses traversent une grande zone de mangroves, c'est-à-dire un marais tropical dans lequel la forêt se mêle à la mer. Au bord des rives du fleuve existe un corridor, un sanctuaire où une abondante faune sauvage tente de survivre, malgré l'invasion des exploitations d'huile de palme, un fléau écologique qui s'est abattu ces dernières années sur la région. C'est ici, sur la rivière Kinabatangan, que Jorge passe une grande partie de son temps avec son ami Bob le pilote. À la recherche des sujets à photographier, il scrute ces rives infestées entre autres de serpents et de crocodiles. Le Varan malais est l'un des rares habitants de la rivière à apprécier la chaleur étouffante du soleil à son zénith. S'armant de patience, Jorge doit attendre pendant des heures le bon moment, celui où le reptile, venant se placer à l'ombre, lui offre enfin un meilleur angle de prise de vue et une meilleure lumière. Le varan de Malaisie est le plus grand de son espèce, après le dragon de Komodo. Le mâle peut atteindre 3 mètres de long et peser jusqu'à 300 kg. Ce qui ne l'empêche pas de se déplacer très vite, et ses griffes lui permettent même de grimper aux arbres. Vorace, il a une mâchoire puissante aux dents très coupantes, et sa langue fourchue, semblable à celle des serpents, lui permet de capter les odeurs. Cet animal préhistorique est un prédateur redoutable qui se nourrit de poissons, de lézards ou d'oiseaux. Intrépide, il n'hésite pas à voler les œufs de son ennemi naturel, le crocodile marin. Le varan est très à l'aise dans l'eau, où sa queue lui sert à opérer de brusques changements de direction pour capturer ses proies. Kinabatangan est une rivière très poissonneuse, ce qui attire de nombreux oiseaux dans ses affluents et dans les lacs alentours. La région est donc un lieu apprécié pour l'observation d'espèces magnifiques, telles cet aningarou, appelé aussi oiseau-serpent, qui sèche ses ailes après avoir pêché dans les eaux troubles de la rivière. Sur la rive, les serpents sont à l'affût des oiseaux, tel ce serpent palétuvier. S'il semble inoffensif quand il prend le soleil,
il s'avère plus agressif dans la pénombre. Mais cela ne perturbe pas Roré, bien que ce serpent soit responsable de nombreuses morsures sérieuses, car son venin contient une neurotoxine très active. Bob, Bob, avance le bateau. Non, reviens, petit serpent. Le métier de photographe animalier est peu connu, et rares sont ceux qui en vivent correctement. C'est un travail ingrat. On dort peu, on marche, on navigue beaucoup, on se fait piquer constamment, on tombe, on se coupe, on casse du matériel, on se fait même parfois des fractures. Bref, plus qu'un métier, c'est une passion dévorante. C'est aussi une manière de vivre en plein air. Je passe d'innombrables heures à pister mes sujets, à les observer, de l'aube jusqu'à la fin du jour. Que ce soit par une chaleur de 40 degrés ou sous une pluie déluvienne. De plus, les ratés sont fréquents, et je rentre parfois bredouille. Mais ce qui me plaît le plus dans ces voyages, au cœur de la nature, c'est que je me dépouille de tout ce que l'éducation m'a appris. Et je redécouvre l'essentiel. Je suis un être vivant de plus dans cet écosystème. J'ai besoin de le respecter si je veux survivre. Il faut que j'agisse en osmose avec lui. En observant la nature, on comprend mieux aussi la manière dont tout ici s'équilibre et se régule par la chaîne alimentaire, dans laquelle même le plus minuscule insecte a son rôle à jouer. Après une longue recherche, Roré retrouve l'un de ses sujets favoris, les macaques. Le macaque crabier au pelage gris est plus petit que les autres macaques et il se distingue aussi de ses cousins car il est piscivore. Espiègles et joueurs, les crabiers vivent dans des clans hiérarchisés qui peuvent compter plusieurs dizaines d'individus. Si leur activité principale consiste à chercher leur nourriture, ils passent aussi beaucoup de temps à s'épouiller. En plus de les débarrasser des parasites, ces séances ont pour but de maintenir au sein du groupe une cohésion et de forts liens affectifs. Non loin de là, un autre groupe, celui des macaques à queue de cochon, grands rivaux des crabiers en matière de territoire. Pouvant mesurer jusqu'à 73 cm, pour un poids variant entre 5 et 13 kg, le macaque à queue de cochon est un singe imposant qui impressionne par sa force et par la longueur de ses canines. Certaines atteignent pas moins de 12 cm. Si Roré affectionne tout particulièrement ces grands singes, c'est qu'il voit en eux des individus à part entière. En prenant le temps de les observer, il arrive à déceler les traits de caractère de chacun d'eux. Ce ne sont plus de simples animaux, mais presque des personnes, avec leur comportement, leur gestuelle et leur regard si expressif. De longues heures se sont écoulées. La lumière de fin de journée apparaît. Roré n'a pas eu une seconde de répit. Il ne parle pas. Bob déplace doucement le bateau à la pagaie, sans geste brusque. Tous deux respectent l'intimité accordée par leurs hôtes. Roré savoure chaque instant passé avec les animaux. Il aime les regarder vivre et n'en perd pas une miette. Il attend patiemment ce regard, ce geste du quotidien qui révélera une vraie personnalité.
Toujours concentré, Jorge observe des personnages se détachant du groupe dans des scènes de vie qui leur sont propres. Soudain, un échange incroyable survient entre Jorge et un macaque. Des regards tendres et timides fusent depuis le haut des arbres. Jorge a trouvé son protagoniste, celui qui se détache de tous les autres. Il veut immortaliser ce moment et, à travers le regard de ce macaque, capter son essence, son histoire. Dans ce bref instant, Jorge communie avec son sujet. Il éprouve pour lui une réelle affection. Il le comprend, le ressent. Chaque soir, quand je rentre épuisé d'une longue journée, le vent doux et frais, chargé du parfum sucré des orchidées, m'enivre, et les fabuleuses couleurs du ciel me revigorent. Je me remémore toute cette magnifique faune qui m'a accepté, qui m'a ouvert son intimité. Cette faune unique, merveilleuse, dont on découvre à force de patience que chaque membre a son identité propre. Cette faune qui ne semble bientôt plus constituée seulement d'animaux sauvages, mais avant tout d'êtres vivants qui s'épanouissent dans ce magnifique décor et qui participent tous à son équilibre. Une nouvelle quête commence pour nos amis, car cela fait plusieurs jours que Jorge n'a pas croisé l'une des grandes espèces endémiques de Bornéo, les éléphants pygmées. Il décide donc de partir à leur recherche, quitte à naviguer toute la journée en parcourant la rivière Kinabatangan sous une chaleur torride. Sur le chemin, aucun animal n'ose sortir au soleil. Tous restent bien au frais à l'intérieur de la jungle. Soudain, un croassement bien reconnaissable pour Jorge se fait entendre près de la rive, en haut des branchages. C'est une jeune calliope qui se prélasse à l'ombre. Cette monogame résolue, qui vit en couple ou avec ses petits, dispose d'un bec puissant qui lui permet de construire son nid dans les fentes des troncs d'arbres. La lumière s'adoucit. Accoutumé à vivre en symbiose avec les animaux qu'il photographie, Jorge se repose lui aussi. Mais son repos est de courte durée. Les oiseaux chantent à nouveau, la nature a fini sa sieste, il est temps de se préparer. Doucement, doucement, doucement. Coupe le moteur. Reprenant sa quête, Jorge hume l'air à la recherche des odeurs âcres qui pourraient révéler la présence des éléphants pygmées, car ces derniers sont parfois cachés par les hautes herbes et on risque de passer devant eux sans les voir. Le miracle finit par se produire, mais les éléphants sont à l'ombre
et ils n'ont apparemment pas l'intention de sortir de la végétation pour rejoindre la rive. Jorge ne voit donc pas d'autre solution que de s'approcher, ce qui n'est pas sans danger. Dernièrement, une vétérinaire australienne y a perdu la vie. Nu-pieds, il grimpe sur l'arbre en bord de rivière pour mieux les observer. Même s'il sait que ces arbres abritent les fourmis de feu et qu'il va se faire consciencieusement dévorer. Chaque fois que je vois les éléphants pygmées, je redeviens un enfant. Je frissonne de joie quand je me retrouve face à eux. Ce qui me fascine, c'est de me dire que je ne peux les admirer qu'ici, car cette sous-espèce d'éléphant d'Asie se rencontre uniquement dans le nord-est de l'île de Bornéo. Du haut de mon arbre, je contemple des moments exceptionnels de la vie de ces pachydermes uniques. Je suis même le témoin de l'éducation des éléphantaux. Une maman montre à ses petits comment arracher les herbes avec le pied, avant de les attendrir en les frappant au sol à plusieurs reprises. Les éléphantaux reproduisent ces gestes, mais le plus jeune préfère encore le lait maternel. Je suis conscient d'être très chanceux de pouvoir assister à ce genre de scène. Tout l'argent du monde ne pourrait égaler ces moments-là. L'éléphant pygmée doit bien sûr son nom à sa petite taille. Le mâle mesure entre 2 mètres et 2,50 mètres, contre 3 mètres pour un éléphant d'Asie et 4 mètres pour certaines espèces africaines. Ce qui ne l'empêche pas de consommer chaque jour 150 kg de végétaux, herbes, feuilles de palmier ou bananes. De nature paisible, il lui arrive pourtant de charger les paysans qui grignotent toujours plus son espace vital, car la déforestation ne réduit pas seulement sa nourriture et son habitat, mais aussi sa liberté de mouvement, condition indispensable à sa reproduction. Aujourd'hui, l'espèce est classée en danger critique d'extinction. Ce sont des moments très rares que de pouvoir regarder les éléphants nager ainsi. Les éléphants pygmées adorent l'eau. Celui-ci prend un plaisir évident à faire ses petites longueurs à la brasse. Sous les fortes chaleurs tropicales, la pluie est la bienvenue, car elle permet aux éléphants de réguler leur température corporelle. Comme ses cousins d'Afrique et d'Asie, l'éléphant pygmée utilise ses oreilles pour s'éventer quand la température monte. Mais parfois, cela ne suffit pas, car ses oreilles sont plus petites que celles des autres espèces. C'est pourquoi il se protège de la chaleur en restant à l'ombre dans la jungle. À la mousson, la forte pluie tropicale et les orages s'invitent presque tous les jours sur la rivière. Nos amis doivent se mettre à l'abri car le métal du moteur ou du matériel pourrait aisément attirer la foudre sur eux. La pluie semble s'arrêter. Elle a rafraîchi l'air et abreuvé toute la végétation. Immédiatement reconnaissable à son nez long et mou, le singe nasique, véritable emblème de Bornéo, se tient sur la rive pour se sécher après l'orage. Cette espèce endémique, qui se nourrit essentiellement de feuilles et de fruits, se rencontre dans les forêts de mangroves et au bord des rivières. L'organisation d'un groupe de singes nasiques est centrée autour d'un mâle dominant qui vit entouré d'une dizaine de femelles
et qui chasse violemment les jeunes mâles quand ceux-ci, approchant de la maturité, risquent de lui voler sa place. Nos amis sont déjà à leur poste. Roré observe le harem et cherche le mâle dominant, doté d'un appendice qui peut descendre jusqu'au menton et dont la longueur constitue un atout majeur dans la conquête des femelles. Très agiles, les singes nasiques se déplacent constamment d'arbre en arbre. Sous la surveillance du mâle dominant, les membres du groupe s'éparpillent pour aller chercher les jeunes pousses dont ils raffolent. Grâce à ses pattes palmées, le singe nasique n'a pas peur de tomber à l'eau. Il sait parfaitement nager et n'hésite pas à traverser la rivière ou à plonger depuis une branche située à plus de 15 mètres de haut. Malheureusement, comme l'éléphant pygmée, l'étonnant singe nasique est aujourd'hui menacé par la déforestation ainsi que par le braconnage, bien qu'il s'agisse d'une espèce protégée. Dans la partie de l'île de Bornéo appartenant à la Malaisie, c'est à Sabah que l'on peut encore trouver de vraies forêts primaires. Celle du parc national d'Anoum reste un univers intact, originel, où la nature est reine. Dans cette forêt gigantesque, les arbres mesurent entre 40 et 60 mètres de haut, certains culminant même à 70 mètres. Le taux d'humidité n'y est pas moins impressionnant, puisqu'il varie de 80 à 90%. Au petit matin, la forêt est ainsi recouverte d'une brume qui la rend encore plus mystérieuse. Danoum est un océan de verdure qui n'est pas accessible à tous. Mais des zones aussi sauvages sont devenues extrêmement rares à travers le monde, car les progrès de la technologie facilitent toujours plus l'invasion des espaces qui échappent encore à la mainmise de la civilisation moderne. C'est dans ce décor que Roré retrouve son ami Steph, un ranger du parc national. Pénétrer dans cet univers hors norme suppose une volonté sans faille et une solide endurance. Ici, l'homme ne peut compter que sur ses propres forces, aussi bien pour marcher que pour orienter ses pas. Ensemble, au cœur de cette jungle foisonnante, Roré et Steph partent à la recherche d'une faune exceptionnellement riche. Waouh, petite pause. Donc, que faisons-nous ce soir? Oui, ce soir, nous faisons une marche de nuit, normalement. Waouh, attends. Aïe, Sensu. oui. Alors, on marche de nuit? Oui, marche de nuit. Normalement, nous pourrons voir beaucoup d'insectes, civettes, oiseaux endormis, tarentules,
Puis si on a de la chance, la grenouille volante Wallace. Oh, ok. Et espérons le cobra royal. Ok, il est temps d'y aller. Ouais. Par cette chaleur humide, les pauses sont aussi fréquentes que nécessaires. Nos deux aventuriers sont partis dès l'aube. Chaque jour, ils se rendent dans un nouveau lieu d'observation et pendant ces marches qui peuvent durer de 8 à 10 heures, Roré doit porter sur un terrain glissant son sac à dos rempli de caméras et d'objectifs très lourds. Roré, je vois un Semnopithèque Rubicon, Roré. Juste aux alentours. Regarde, un ici. Oh oui, là, une bonne pause. Oh, Oh, il saute. ah, c'est un peu loin. Ah, Non, c'est vraiment trop loin. tu vois, juste là. Waouh, très joli saut. Sur la route du campement, à travers la jungle, Roré a la chance de tomber sur un serpent vigne, agile et rapide avec son corps effilé, ses yeux en coin. Son venin n'est pas mortel, mais il cause de fortes fièvres et des malaises. Roré le sait et le manipule avec délicatesse. Ne bouge pas, ma chérie. Chérie, viens ici. Ouais, viens ici. Encore une fois. La nuit va bientôt tomber, et Roré s'est un peu attardé avec le serpent vigne. Pour rentrer au campement, le photographe coupe à travers la rivière pour gagner du temps, bien que ses eaux et ses rives soient infestées de sangsues et de serpents, notamment des pitons. Salut Steph, Salut Roré! comment ça va? C'est sur le bord de la rivière Danoum que nos amis ont installé leur camp. Dans la jungle, on ne peut vivre sans eau. Grâce à elle, on boit, on cuisine, on se lave. Vivant au cœur de la forêt, à plusieurs heures de la première base scientifique, Roré et Steph sont en symbiose avec une faune aussi belle que dangereuse. Ils jouissent là d'un panorama exceptionnel.
Après une journée interminable, nos amis épuisés poursuivent tout de même leur aventure en partant pour une séance dans le monde silencieux de la nuit. Un monde où les prédateurs entrent en action et où d'innombrables variétés d'insectes, d'amphibiens et de reptiles règnent en maître dans une atmosphère menaçante et pourtant fascinante. Dans l'obscurité, les chauves-souris survolent nos explorateurs. Chaque soir, ils marchent pendant des heures et inspectent tous les recoins à la recherche des yeux rouges et brillants révélés par la lumière des torches. Il leur faut aussi garder l'oreille aux aguets, à l'écoute de tout mouvement suspect dans les feuillages. Même si un grand nombre de grenouilles arboricoles se font entendre par leur coassement très reconnaissable, il n'est pas facile de les localiser précisément. Les reptiles de couleur verte, tels ce dragon volant, se camouflent facilement dans l'écorce verdoyante des troncs. Doté d'une paire d'ailes qui lui permet de planer sur des distances allant de 7 à 10 mètres, ce reptile se déplace rapidement d'arbre en arbre. Au repos, ses ailes repliées sont invisibles. Le dragon volant ressemble alors à n'importe quel lézard. Une des techniques de Roré pour faire ressortir les lézards de l'arrière-plan est de les arroser légèrement. Oui, allez mon beau. Même s'ils sont en général craintifs, celui-ci reste à l'écoute de Roré et ne bouge pratiquement pas, Tu veux boire? car il apprécie un peu de fraîcheur. La quête continue, malgré l'heure tardive et une chaleur qui ne baisse pas. Plus de lumière, Steph. Plus de lumière. Voici un gros agamidé, un reptile trapu avec une large tête et une crête dorsale. Roré l'observe attentivement, mais sa couleur est sombre et terne. Le photographe décide alors de l'humidifier délicatement. Le lézard semble content et il boit même à la bouteille. Allez mon beau. La photographie animalière est décidément une école de patience. Quand il a enfin débusqué son sujet, Roré se positionne à sa hauteur. À pas de félin, il rampe dans la boue au pied des racines pour le photographier. Il lui faut également prendre le temps de positionner sa lumière et de chercher avec soin son angle de prise de vue. Sa concentration est si grande qu'il ne pense même pas au risque que représenterait une piqûre d'insectes urticants, d'araignées, de scorpions ou de serpents qui vivent pour la plupart au pied de ces arbres. Ne bouge pas. Plus de lumière, plus de lumière. Wow, very good. Très bien. La grenouille semble intimidée. Roré la rassure et la complimente, comme il le ferait avec un mannequin. Il l'arrose un peu, ce qui a non seulement pour effet de la réhydrater, mais aussi de faire ressortir ses couleurs, rendues plus belles et plus brillantes. Roré parvient même à repositionner tranquillement son sujet sur un arrière-fond sans feuilles. Et le plus incroyable, c'est que la grenouille ne bouge pas. Elle semble réellement posée pour le photographe. Lequel n'oublie jamais de remercier ses modèles à la fin de la séance. Merci ma chérie.
La nuit fraîchit enfin sous l'effet d'une petite pluie fine qui ravit toutes les grenouilles. Même s'il est tard, Jorge continue sa séance, car la pluie, en lavant les feuillages, crée un décor naturel sublime et haut en couleurs, très inspirant pour un photographe. Oui. C'est chaud, Oui, très chaud. c'est bon. Le thé de Sabah. Oui, fait à Sabah. Je voudrais voir tes photos. Oui, ça c'est un lézard. Joli. Lézard vert. J'aime sa crête dans le dos ici. Tu as vu sa bouche blanche? Sa bouche, oui. Blanche, c'est joli. Là, un angle différent. Celle-ci, elle est bien. J'aime bien quand on voit les gouttes d'eau. Oui, c'est très clair. Oui, un très bon modèle aussi. Il est resté longtemps avec moi, il ne bougeait pas, c'était très sympa. Très bon acteur. Oui, très bon acteur, il a posé pour moi. Salut Steph. Salut Jorge. Tiens, c'est pour toi. Ah oui, merci, petit déjeuner. Bien dormi la nuit dernière? Pas très bien. En fait, j'ai entendu pas mal de bruit. Peut-être des éléphants, non? Oh, peut-être un éléphant solitaire. Parce que ici, c'est une zone de passage d'éléphants. Ah ok, donc c'est un sentier naturel pour les éléphants. Jorge, je voudrais apprendre avec toi. Parce que je suis novice en tant que photographe débutant. Oui, pas de problème. Puis-je? Oui, bien sûr. Tu sais, dans la photographie, comme dans ton métier, pour voir certains animaux, il faut être confiant et respectueux. Tu vois? Ouais. Quand tu respectes la nature et les animaux, tu les trouves. Oui. Et puis, quand tu les trouves, si tu n'as pas peur et que ton aura est bonne, Ouais. que tu ne leur veux pas de mal, ils peuvent le sentir. Ouais. Voilà pourquoi je te le dis à chaque fois. Tu dois juste avoir la patience, attendre le bon moment, avoir une bonne fenêtre, un bon cadre, pour prendre ta photo, avec une belle composition et un bon éclairage. Oui, avec la lumière dans le dos. Exactement. Il te suffit d'être patient. C'est ça la clé pour prendre une bonne photo dans la jungle. Je vois. C'est un dur travail. Oui, mais tu sais, si dans la journée, je fais une seule bonne photo, je suis heureux. Quand tu revois tes photos, tu te rappelles de ces moments magiques. C'est magnifique. Oui, je vois. L'amour dans la photo, c'est quand tu prends le temps. C'est ça la clé. Oui, c'est ça la clé. Oui, tu arrives à transcrire la réalité de la vie sauvage. Oui. Les jours et les semaines ont filé trop vite, et je m'inquiète un peu, car ma quête n'est pas finie. Je n'ai pas encore vu les orang-outans, or c'est principalement pour eux que je suis venu à Bornéo. Je dois m'enfoncer encore plus profondément dans la jungle pour espérer les rencontrer. Chaque matin, je grimpe péniblement à l'échelle, le long d'un arbre gigantesque, pour atteindre une plateforme située à 35 mètres de hauteur, dont l'on domine une grande partie de la forêt.
Malgré la fatigue et les crampes qui tétanisent mes avant-bras, j'ai l'espoir que de là-haut, je pourrai apercevoir au loin un nid d'orang-outan. Une fois sur la plateforme, je jouis d'un incroyable panorama. C'est comme être au cœur d'une cathédrale végétale. Même si je ne trouve pas de traces d'orang-outan, je suis heureux d'être ici. Car le temps s'arrête et je prends plaisir à me retrouver seul. J'aime me sentir libre, me satisfaire des choses simples, telles que le vent doux, les odeurs, les couleurs et les sons uniques qui ne cessent de m'émerveiller. Dans sa quête des orang-outans, nom qui signifie « homme de la forêt » en malais, Jorge retrouve Hendry, un guide qui a travaillé plusieurs années avec un scientifique japonais, spécialiste de ces grands primates. Ensemble, ils partent sur la piste de ces magnifiques spécimens qui partagent 90% de leur génome avec l'espèce humaine. Nos amis tombent nez à nez avec un grand mâle. C'est inespéré. Celui-ci doit peser facilement 80 kilos. Il faut faire attention car sa force est colossale et il n'hésitera pas à attaquer s'il se sent dérangé. Après des semaines de quête éreintante, voici enfin venu le moment tant rêvé par Jorge. Il est tout simplement magique de rencontrer et d'observer un mâle orang-outan d'aussi près. Jorge et Hendry poursuivent leur quête des orang-outans de Bornéo que l'on distingue de ceux de Sumatra. Ces deux espèces sont uniques au monde, on ne les trouve que sur leurs îles respectives. Il est très difficile de les découvrir car ils sont en continuel mouvement. Les femelles, qui mesurent environ 1,20 m pour 38 kg, se déplacent avec aisance d'arbre en arbre à des hauteurs vertigineuses. J'espère que nous pourrons suivre la maman et le bébé toute la journée. Oui, je l'espère, car elle veut protéger son bébé, donc parfois il se cache. En fait, ils sont très hauts maintenant. C'est difficile de les voir. Oui, c'est difficile de les voir. Nous nous sommes réveillés très tôt ce matin Oui, très tôt. pour venir ici. Et on est ici depuis 6 heures du matin. Et la maman, orang-outan et son bébé sont déjà réveillés. Oui, c'est l'heure du petit déjeuner pour eux. Parfois, ils vont au sol pour manger les sels minéraux. Les sels minéraux, oui. Mais ce n'est pas courant, seulement quelques fois en un mois. Je vois. Pour voir les orang-outans au sol, on doit être très chanceux alors. Oui, très chanceux. Oui, car on doit les trouver le jour où ils sont en bas. Oui. D'accord. Ok, on va patienter le temps que la lumière soit meilleure, car pour moi c'est super de les observer, mais il n'y a pas assez de lumière pour les photographier. Oui. On va attendre encore un peu. Jorge passe toute la matinée à observer cette maman avec son petit. Pendant leur première année, les nouveau-nés vivent accrochés à leur mère, qui les mène avec agilité de branche en branche. Car les orang-outans vivent principalement dans les arbres, où ils construisent chaque soir un nouveau nid, parfois à plus de 18 mètres de hauteur. À l'inverse de nombreux primates, les orang-outans ne vivent pas en clan, mais sont solitaires. Une mère vit seule avec son petit, dont elle s'occupe avec soin, attendant qu'il ait atteint vers l'âge de 3 ans une certaine autonomie pour procréer à nouveau.
l'espérance de vie de l'orang-outan varie entre 30 et 40 ans en liberté. Hélas, l'orang-outan de Bornéo appartient lui aussi à la longue liste d'espèces aujourd'hui classées en danger, car il souffre non seulement de la déforestation, mais aussi des braconniers, qui n'hésitent pas à tuer les mères pour s'emparer des petits. En 60 ans, la population des orang-outans de Bornéo a chuté de moitié. C'est la raison pour laquelle Jorge veut à tout prix les observer dans leur habitat naturel et témoigner de l'urgence qu'il y a à protéger ces primates si proches de l'homme. Quoi? Nous avons trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une écorce d'arbre, mangée par un orang-outan. Oui. Et cette écorce vient de cet arbre. C'est un ficus. Oui, j'en ai déjà vu. Cette écorce est l'un des repas favoris des orang-outans. Et c'est encore frais. Donc on a de fortes chances de les voir. Waouh, c'est une très bonne nouvelle. On est dans la bonne direction alors. Oui, Ok, allons les trouver. Jorge, regarde, orang-outan. Là, Ah oui, superbe. Il se déplace. On va de ce côté. oui, ok.
Malgré mes nombreuses glissades, malgré des centaines de piqûres d'insectes et de coupures, malgré la fatigue et la chaleur pesante, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et je ne peux imaginer que bientôt, je ne me lèverai plus avant l'aurore, pour le seul plaisir de contempler, du haut de la canopée, ces ciels bleus aux mille nuances que la seule nature s'est créée. Au cœur de cette jungle incroyable, je me sens à ma place, je me sens utile, avec l'espoir que le fruit de mon travail pourra réellement contribuer à la préservation de ce patrimoine naturel qui nous est si indispensable. Il faut absolument arrêter de convertir les forêts primaires en plantations de palmiers à l'huile. Si mes photos peuvent aider ceux qui les regardent à prendre conscience de cette responsabilité, j'aurai réussi ma mission.